Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Le Monde de la Philosophie, dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct lundi 12 mars 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bienvenue dans le monde de la philosophie, bienvenue à vous Alain de Benoît. Il me paraît très largement superflu de vous présenter. Je dirais simplement que depuis des décennies maintenant, vous menez un travail d'analyse, de réflexion sur quantité de thèmes, de sujets philosophiques, métaphysiques, politiques. Vous avez publié des dizaines d'articles, des dizaines de livres. Vous êtes également le fondateur, le dirigeant ou l'éditorialiste de 3 revues en particulier. Éléments, bien entendu, la revue Crisis, la revue Nouvelle École. Je précise à ce propos que le dernier numéro de la revue Nouvelle École, dont la périodicité est annuelle, vient de paraître, qu'il est consacré à Pierre-Joseph Proudhon, une des grandes figures de ce que l'on pourrait appeler le socialisme français, y compris dans et de l'anarchisme bien entendu, mais d'un socialisme qui a été éclipsé, enfin un certain nombre de pensées et de figures ont été éclipsées par la domination marxienne ou marxiste liée à l'histoire du mouvement communiste international, bien entendu. Donc ce numéro est en vente sur dans un certain nombre de librairies et sur un certain nombre de sites internet. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous vous apprêtez à publier un ouvrage, à le rééditer très exactement, puisque vous avez cet ouvrage-là, donc c'est Demain la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout, Demain la décroissance avec un point d'exclamation, qui a été originellement publié aux éditions Édite en 2007. Oui, c'est une publication qui a 10 ans. Qui a 10 ans. Et je dois préciser tout de suite que la nouvelle édition sera enrichie elle est enrichie d'une substantielle introduction qui est destinée à actualiser un peu les données du livre. Et d'autre part, c'est important, que le titre a changé. C'est-à-dire que la nouvelle édition s'intitulera Décroissance ou toujours plus ? Point d'interrogation, avec le même sous-titre, Penser l'écologie jusqu'au bout. Voilà. Et c'est donc Pierre-Guillaume Deroux. Alors c'est Pierre-Guillaume Deroux qui est l'éditeur. Et le livre devrait être dans les librairies, il est actuellement chez l'imprimeur, il devrait être dans les librairies d'ici 2 semaines peut-être. Voilà. Très bien. Votre intérêt pour l'écologie n'est pas récent. Je parlais des revues. La revue Crisis avait consacré en septembre 1993 un dossier à l'écologie. D'ailleurs, vous aviez publié en particulier un article que vous avez repris dans Demain la décroissance. Cet intérêt pour l'écologie, vous l'avez manifesté également dans un autre ouvrage, quoique d'une manière peut-être plus traité de manière différente, un ouvrage Des animaux et des hommes, sous-titré La place de l'homme dans la nature, paru lui aux éditions Alexis Farmak, oui. Qui reprend, qui se situe dans un positionnement intellectuel assez semblable. Alors, Des animaux et des hommes est un livre plus philosophique, si vous voulez. Mais vous avez raison, c'est à certains égards complémentaire, puisqu'on est toujours autour de la problématique de la nature, et vous savez bien à quel point ce mot de nature a une histoire philosophique, combien il est riche, complexe, et combien il a des manières très différentes, évidemment, d'envisager
la nature. La nature pour Thomas d'Aquin, c'est pas la même chose que la nature pour Darwin ou pour bien d'autres. Bon, là, je prends le mot nature évidemment dans un sens assez général, qui est non pas seulement la campagne, les forêts, les petits oiseaux, mais ce qui constitue le cadre systémique de la vie. Le mot écologie est apparu à la fin du 19e siècle par l'intermédiaire, enfin son inventeur a été Ernst Haeckel, qui définissait l'écologie comme la science, la discipline scientifique qui s'intéressait aux écosystèmes et aux rapports que les êtres vivants entretiennent avec leur milieu naturel. Voilà. Et cette question d'ailleurs de la nature, de la définition de la nature vous importe d'ailleurs parce que dans un certain nombre de vos ouvrages, vous avez pointé la difficulté, et y compris dans le domaine de la décroissance, la difficulté qu'il y a à interpréter par exemple la notion de loi naturelle. Oui, qui n'est bien pas sûr. si facile. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, en parlant de Thomas d'Aquin Oui. et de Darwin. La loi naturelle pour Thomas d'Aquin est en fait une loi surnaturelle, il faut bien le dire, n'est-ce pas, puisqu'elle a une origine divine. Pour Darwin, c'est évidemment tout à fait autre chose, c'est plutôt la sélection naturelle, la concurrence généralisée, la loi du plus fort, toute chose dont le darwinisme social fera un usage d'ailleurs détestable, jusqu'à ce que des travaux récents montrent à quel point les phénomènes de coopération sont aussi importants que les phénomènes d'agressivité ou de rivalité dans l'évolution des espèces. Bon, le livre, comment le situer un peu, puisqu'il s'agit quand même d'arriver sur la problématique de la décroissance. Oui, et auparavant, si vous le permettez, justement, en procédant par ordre et en commençant par le commencement de votre ouvrage, vous commencez par évoquer une situation qui est assez, enfin, dont la description est assez consensuelle, au fond, la situation de la planète Terre telle qu'elle est aujourd'hui, et vous utilisez le terme de dévastation. Quels sont, d'après vous, vous en faites cas d'une manière très détaillée, mais en gros, les traits les plus caractéristiques de cette dévastation planétaire à laquelle nous assistons aujourd'hui? La dévastation, on va dire forcément des banalités, parce que on a tous vu des émissions, lu des articles sur la déforestation, sur la pollution des sols, sur la pollution des aliments, sur la pollution des nappes phréatiques, sur l'épuisement des ressources naturelles, sur les continents de plastique, d'objets en plastique qui dérivent sur les océans, sur la contamination des espèces, sur la réduction de la diversité, sur les dérèglements climatiques. Bon, j'en parle évidemment dans mon livre, mais je ne voulais pas refaire un tableau qui a été maintes fois fait, mais plutôt attirer l'attention sur ce paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les pollutions ne cessent de se développer, que ça va pas bien, que la planète est appauvrie, épuisée, dévastée. Mais malgré ces préoccupations, qu'elles soient individuelles ou collectives, je fais allusion aux programmes écologiques, transition écologique, sont adoptés par les gouvernements, et individuelles, les injonctions qui sont faites aux gens d'avoir des comportements éco-responsables, comme on dit maintenant, etc., on voit bien que ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. Dans le meilleur des cas, on reporte les échéances, mais finalement, les choses restent pour l'essentiel en état, et la question est de savoir pourquoi ça reste en état. Et les théoriciens de la décroissance ont une réponse, c'est que finalement, on ne change pas de cap. Michel Serres avait utilisé une image que je trouve très parlante. Il disait les gens qui veulent concilier la croissance et l'écologie sont un peu comparables à un capitaine de navire qui avertit que son bateau se dirige tout droit sur un rocher, au lieu de dire on va changer de cap pour éviter le rocher, dirait de réduire la vitesse. Bon, et je trouve que c'est une image très frappante et finalement assez parlante. D'autre part, oui, je vous ai coupé. Oui, non, je vous en prie. C'est au fond, ce sont les faiblesses de ce que l'on appelle soit l'écologie superficielle, soit le développement durable ou le développement soutenable. C'est par opposition
opposition à ce cap nouveau qui est celui de la décroissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a reconnu qu'il y avait des problèmes, qu'on ne pouvait pas les nier, il s'est formé, si je peux dire, et en résumant très grossièrement, deux tendances différentes. L'une qui est dominante aujourd'hui, qui est celle qu'on appelle le développement durable, responsable, soutenable, enfin il y a tout un tas d'expressions, et qui nous dit en quelque sorte que on peut continuer à avoir une croissance qui augmente régulièrement, tout en faisant en sorte que les dommages écologiques ne soient pas trop graves ou qu'on puisse les réparer. C'est l'image du capitaine de navire qui ralentit la vitesse. La réalité, et c'est là où on touche au fond des choses, c'est que nous sommes au fond dans une idéologie. Car la croissance, avant d'être une donnée économique, c'est une idéologie. Il faut se souvenir que pendant des siècles et des millénaires, l'humanité ne s'est pas particulièrement souciée de croissance. Elle voulait améliorer les choses à la marge, se développer doucement et à son rythme, etc. Mais il n'y avait pas cette fébrilité impulsive d'une sorte de fuite en avant vers toujours plus de croissance. Or, aujourd'hui, on voit bien que tous les décideurs, qu'il s'agisse des médias, mais surtout des hommes politiques, la croissance, c'est pour eux la panacée, la clé de tous les problèmes. Donc la croissance baisse, c'est une horreur absolue. Il faut faire revenir la croissance, regonfler la croissance, décrocher la croissance. Je crois que Sarkozy disait même, je vais décrocher la croissance avec les dents, n'est-ce pas? Oui. Bon, formidable. Non. Alors qu'est-ce que c'est la croissance? La croissance, c'est que le volume des activités économiques soit toujours plus important. Qu'il y ait toujours plus d'échanges, toujours plus de marchés, toujours plus de profits, et on comprend bien la raison pour laquelle la croissance rentre dans l'horizon naturel du capitalisme libéral ou du libéralisme tout court. Le progrès est assimilé à la croissance. J'ajoute, mais on y reviendra peut-être, que cela traverse complètement les familles politiques. On y reviendra, oui. Puisqu'il y a eu des productivistes de droite et de gauche. En tout cas, la croissance, c'est cela. Et pour mesurer la croissance, on a un instrument formidable qui s'appelle le PIB. Quand on gagne des points de PIB, ça veut dire que la croissance augmente. Or, la critique du PIB a été faite de longue date. Je rappelle les grandes lignes dans mon livre. Le premier point, c'est que le PIB comptabilise les activités économiques, quelles qu'elles soient. Il comptabilise comme positive une activité économique qui va résulter d'une catastrophe, par exemple. La grande tempête de 89 a augmenté la croissance d'1,2 point. Une épidémie, un tremblement de terre, tout ça va susciter une activité économique. Donc, les gens qui pensent que le PIB mesure le bien-être, déjà, font une très grosse erreur sur ce point. La seconde chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la richesse identifiée par le PIB n'est pas une richesse nette dans la mesure où les calculs ne tiennent pas compte de la dégradation des ressources naturelles, des coûts marginaux, etc. Alors, donc, cette croissance, tous azimuts, cette activité économique entraîne des dégâts. Alors ces dégâts, il y en a deux principalement. C'est, je laisse de côté les dérèglements climatiques parce que c'est un peu compliqué. On se focalise à mon avis un peu trop là-dessus, mais on y reviendra si vous voulez. C'est d'abord les pollutions de toutes sortes, qui sont des pollutions dont il faut bien voir qu'elles ne sont pas extérieures à l'homme. Quand on dit que les sols, les forêts, les nappes phréatiques, tous les océans, toutes ces choses-là sont polluées, ça veut dire que ça va passer à l'homme. Parce que l'homme intervient dans la chaîne alimentaire et on ne peut pas empoisonner la demeure humaine, si l'on peut dire, sans que l'homme le soit lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on voit maintenant déjà l'espérance de vie qui a commencé, semble-t-il, à diminuer. La question des perturbateurs endocriniens, et je ne rouvrirai pas ici
le dossier énorme des hormones de croissance, des OGM et de toutes ces choses dont on bourre les produits alimentaires aujourd'hui. Donc, pollution, et d'autre part, il y a la question très grave de l'épuisement des ressources naturelles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 4/5 de nos ressources énergétiques proviennent des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, et que malgré tout ce qu'on nous promet de mirobolant avec les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire les panneaux solaires, les éoliennes dont on parle beaucoup, ça ne remplace pas. C'est-à-dire que ça remplace quelques pourcents. C'est pas une mauvaise chose, bien entendu, mais ceux qui pensent qu'on va remplacer tout ça en couvrant l'intégralité du territoire national avec des éoliennes partout, sont tout à fait à compter de la plaque. Or, c'est là où, évidemment, on découvre l'erreur qui avait été faite dans le passé par nos ancêtres, qui avaient quelques excuses peut-être, qui était de croire que les ressources naturelles sont à la fois inépuisables et gratuites. Et cette idée que c'est inépuisable et gratuite, qu'il n'y a jamais que le coût de stockage, de transport et de distribution, reste encore aujourd'hui dans les esprits de beaucoup de gens. Alors, les ressources naturelles ne sont pas gratuites, mais le coût d'extraction, plus ça se raréfie, est de plus en plus élevé. Et d'autre part, elles ne sont pas inépuisables. Alors évidemment, ça c'est une question sur laquelle il y a des querelles entre ceux qui disent « Non, mais écoutez, il y a des réserves qu'on ne connaît pas ». Il y a des réserves qu'on ne connaît pas et par conséquent, il faut pas s'en soucier parce que quand les réserves connues vont s'épuiser, on va en découvrir d'autres. Bon, c'est un acte de foi. D'autre part, il est évident que même si c'est vrai, encore qu'on trouve quand même plus tellement de réserves nouvelles depuis 40 ans, même si c'est vrai, ces nouvelles réserves s'épuiseront à leur tour. Pourquoi ? Parce qu'on est devant des quantités finies. Et on ne peut pas faire une consommation infinie d'un produit qui existe en quantité finie, ce qui devrait tomber sous le sens. Et je dirais que c'est ça, au fond, le grand principe de la théorie de la décroissance, c'est que on ne peut pas avoir une croissance matérielle infinie dans un espace fini. Comme la Terre est un espace fini, vous ne pouvez pas avoir un développement infini. Il y a tout le discours également autour de l'innovation, c'est-à-dire un certain nombre de projets sont déjà en cours. Je pense par exemple à ces projets de construction de routes, de revêtement de routes qui permettraient simplement par le passage des véhicules et le contact avec les pneus d'alimenter un certain nombre de processus énergétiques de manière à contribuer à la puissance énergétique précisément. Oui, alors, donc cette innovation-là, c'est aussi une réalité. C'est une réalité et les innovations, l'homme est un être créatif et inventif et il faut souhaiter qu'il y ait des innovations. Simplement, pour autant, et par rapport à ce que l'on sait, d'abord il est très tard, la situation est quand même très très avancée et d'autre part ces innovations jouent un peu à la marge. On a donné l'exemple par exemple des voitures électriques. Oui. Lorsque j'ai écrit la première édition de mon livre, on parlait pas beaucoup de la voiture électrique, c'était quelque chose d'assez lointain. Et puis depuis, c'est devenu une réalité. C'est pas encore très développé, mais on dit voilà, c'est la solution. Les voitures ne vont plus être alimentées au pétrole. Par conséquent, elles ne vont plus rejeter de gaz carbonique dans l'atmosphère. On va utiliser les voitures électriques. Mais en réalité, les voitures électriques, d'abord, incontestablement, elles polluent moins que les automobiles thermiques, mais elles polluent quand même, au moment de leur fabrication notamment, de l'installation des batteries, de l'usure des pneus sur la route, du recyclage comme déchets. On s'aperçoit que cette pollution n'est pas nulle. Et puis, il y a quelque chose que les écologistes connaissent bien, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'effet rebond ? C'est-à-dire qu'on peut diminuer à l'unité la capacité de pollution de tel ou tel engin, si vous voulez, mais que si, par ailleurs, on augmente la production en nombre de ces engins, le second effet
annule en quelque sorte l'autre. Pour le dire de manière simple et un peu brutale, 10 voitures qui polluent beaucoup polluent moins que 1 million de voitures qui polluent peu. Hein. Or, évidemment, parce que c'est toujours nécessaire à la croissance, c'est toujours la même justification. Vous ne cessez de voir des publicités pour qu'on vende de plus en plus de voitures, avec ce côté en même temps un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on veut toujours vendre plus de voitures parce que ça contribue à la croissance, au moment même où on fait tout, notamment dans les grandes villes, pour en décourager l'usage. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. J'ajoute encore à propos des voitures électriques que les voitures électriques fonctionnent à l'heure actuelle avec des métaux rares qui sont le lithium ou le cobalt, et que les réserves que l'on connaît de lithium et de cobalt ne suffiraient pas dans le monde entier à alimenter le parc automobile mondial tel qu'il existe aujourd'hui. D'accord. Alors vous avez parlé au début de votre intervention de la croissance en tant qu'idéologie. Par exemple, dans l'histoire de l'humanité, effectivement, il y a eu jusqu'à quelques siècles, peut-être quelques décennies, des ajustements à la marge, d'amélioration du mode de vie, etc. Mais la croissance, on va venir sur la notion de décroissance, qui est évidemment clé dans votre ouvrage. La croissance, donc, est une idéologie. C'est aussi la manifestation de la place prépondérante et quasiment unique de l'économie en général dans les sociétés modernes. L'économie est notre destin, a-t-on dit. Phrase que vous critiquez, bien entendu. Et c'est aussi la phrase alibi du fameux « il n'y a pas d'alternative ». Voilà. Donc comment expliquer cet ancrage à la fois idéologique, intellectuelle, sur cette prépondérance de l'économie, mais aussi donc le fonctionnement de cette idéologie. Qu'est-ce qui fait que cette idéologie a pris? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes aussi, d'un point de vue matériel, tout entier immergés dans cette démonie de l'économie dont parlait Evola? Comment se fait-il que l'économie, d'abord, quelle devrait être la place de l'économie dans une société traditionnelle? Et d'autre part, qu'est-ce qui explique que l'économie nous apparaît comme étant véritablement, au fond, la grande maîtresse de l'organisation de la vie des hommes aujourd'hui? Et alors, par conséquent, le reflux politique qui va avec. C'est une excellente question, mais il faudrait évidemment un livre entier pour expliquer la montée de l'idéologie économique. Il y a un auteur, d'ailleurs, le sociologue français Louis Dumont, qui l'avait fait dans ses livres Homo Equalis et Homo Hierarchicus, et qui avait fait des travaux vraiment très intéressant. Pour faire bref, disons d'abord que dans les sociétés traditionnelles, qui étaient, il faut le rappeler, quand même des sociétés beaucoup plus pauvres, hein, l'économie n'occupait pas cette place. Dans la représentation générale du monde qu'avaient les anciens, l'économie était une fonction subordonnée, encastré, comme l'a dit Karl Polanyi, embedded, n'est-ce pas, encastré dans la vie sociale. Et il y avait une hiérarchie des fonctions très nette, c'est-à-dire que ce qui était de l'ordre du politique, de la souveraineté juridique et du sacerdoce l'emportait sur ce qui était purement combatif, et ce qui était purement combatif l'emportait sur ce qui était de l'ordre de la production ou de la reproduction. Donc il y avait une sorte de dévaluation de l'économie et du commerce. Au fil des siècles, cet ordre s'est totalement renversé. Alors, comment et pourquoi? C'est là où il faudrait faire évidemment beaucoup de développement. La montée sociale de la bourgeoisie a tenu un rôle extrêmement important parce que la bourgeoisie est devenue puissante par sa richesse. Hein, et c'est la puissance par la richesse qu'elle a opposée à la puissance traditionnelle qui était liée à l'épée ou à la royauté, etc. La montée de la bourgeoisie est concomitante de la montée de l'économie comme préoccupation. Deuxièmement, la bourgeoisie a sécrété à une époque une idéologie qui lui était propre, qui était le libéralisme. Hein. Au moment de la philosophie des Lumières, et des gens comme Georges Sorel avaient très bien vu le caractère profondément bourgeois de l'idéologie libérale qui s'appuie sur une anthropologie. Et c'est là où on est un peu dans le corps du sujet. C'est-à-dire que l'homme, l'image de l'homme que se fait le libéralisme, c'est l'image d'un être essentiellement producteur et consommateur, essentiellement égoïste, indépendant,
qui détermine librement ses choix, sans qu'il n'y ait rien en amont de lui-même qui pèse sur ses choix, c'est-à-dire aucune appartenance, aucun héritage, etc. L'homme pour la doctrine libérale, c'est l'homme économique, c'est l'homo economicus, c'est-à-dire un être qui passe son existence à rechercher par tous les moyens la possibilité de maximiser son meilleur intérêt matériel et privé. Alors ça se double évidemment d'autre chose qui est l'idéologie des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire que les choix de cet individu doivent être respectés aussi longtemps du moins, pour reprendre la formule bien connue, qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, que sa liberté ne s'exerce pas aux dépens de la liberté d'autrui, sans que l'on puisse porter un jugement sur la valeur de ses choix. Donc c'est l'idéologie du désir qui s'appuie sur l'idée que tous les êtres naîtraient avec des droits naturels imprescriptibles dont ils seraient pourvus à la naissance, exactement comme ils sont pourvus de jambes, de bras ou d'oreilles. Donc il y a une sorte de circulation, si vous voulez, entre l'anthropologie libérale, les droits de l'homme, l'idéologie des droits de l'homme telle qu'elle est formulée aujourd'hui, et le troisième élément qui est l'idéologie du progrès. Tout à fait. Car l'idéologie du progrès joue évidemment un rôle capital, car le progrès, c'est l'idée que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui est nécessairement meilleur qu'hier, que ce qui est nouveau vaut mieux que ce qui est ancien à raison même que c'est nouveau, c'est le culte du novum, et que d'autre part, la totalité de l'humanité est engagée dans un cheminement en avant vers une fin qu'on peut éventuellement déceler, que certains identifient la société sans classe, d'autres au grand marché mondial, d'autres à l'abolition des frontières, etc., etc. Mais vous trouvez toujours cette idée d'une marche unitaire en avant de l'humanité vers une fin déterminée, et le moteur principal de ce progrès étant justement la croissance économique qui permet de disposer de plus en plus d'objets, de plus en plus de marchandises. D'où ce qu'il faut bien appeler aussi l'idéologie de la marchandise, ce que Karl Marx avait appelé le fétichisme de la marchandise, qui entraîne une réification, une objectivation des rapports sociaux, qui se traduit par le fait que les rapports entre les hommes deviennent de plus en plus calqués sur les rapports des hommes aux objets. Et alors, en se faisant peut-être l'avocat du diable, Alain de Benoît, ce modèle, entre guillemets, ou ce contre-modèle, ou cet anti-modèle, peu importe, mais il fonctionne. Alors, il est bancal, il pollue, il dévaste, mais il n'empêche qu'à l'échelle de la planète, par exemple, les migrations se font plutôt de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Le capitalisme de la séduction dont parlait Michel Clouscar est une réalité, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tout cas, à titre individuel, peu importe, mais en tout cas, nos compatriotes, sont aussi à la recherche du nouvel objet. N'y a-t-il pas, de ce point de vue-là, l'anthropologie libérale n'a-t-elle pas visé assez juste sur certaines manifestations du désir humain ou du sens de l'intérêt, à tel point que la machine, si emballée soit-elle, continue de fonctionner et de séduire? Mais je pense que votre objection est tout à fait juste. Je crois que c'était une grande erreur d'une gauche un peu dépassée aujourd'hui que de dire, par exemple, le capitalisme, ça ne marche pas. Mais vous allez voir, le communisme soviétique, ça va marcher beaucoup mieux, pour faire d'ailleurs grosso modo la même chose. Oui. Parce que le système soviétique, finalement, était un capitalisme d'État. Bien sûr. Alors ça, je crois que ce reproche est tout à fait infondé, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été abandonné très vite par des gens aussi divers que Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Ivan Illich, André Gortz, et bien d'autres, Non, ça marche effectivement. La question, c'est de savoir à quel prix.
Ça marche parce que ça fait fond sur le désir. Comme le désir est a priori illimité et que toute satisfaction du désir suscite une appétence pour un nouveau désir, l'homme, être désirant perpétuellement, aspire à une croissance illimitée qui va lui apporter toujours plus d'objets, toujours plus de marchandises, toujours plus de gadgets, et ainsi de suite. Et là, on est dans une démarche qui est celle de la démesure. Là aussi, si on regarde les sociétés traditionnelles, non seulement les sociétés, mais pratiquement toutes les philosophies et les religions traditionnelles ont condamné la démesure. Les Grecs condamnaient l'hubris, comme l'une des attitudes de l'esprit humain les plus prédatrices et les plus catastrophiques et tragiques. Catastrophiques, oui, catastrophiques. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un système qui, flattant tous les désirs, visant même à les institutionnaliser, à les créer, ainsi qu'on le voit avec les débats dits sociétaux, ou à les créer parce que les besoins, ça se crée, se suscite. On connaît très bien les techniques qui permettent cela. Donc ça marche très bien. Mais la question, c'est que une croissance illimitée, répondant à un désir illimité, par quoi ça va se traduire ? Ça va se traduire par des dégâts illimités. Vous savez, il y a un indice qui est assez bien connu des spécialistes. J'ai oublié son nom, mais c'est un indice qui donne pour chaque année la date de l'année où on a atteint le moment où on a prélevé sur la planète tout ce qu'elle peut reconstituer. Alors en 2017, c'était, je crois, le 17 août. Jusqu'au 17 août, on parvenait à reconstituer, et puis après, c'est de l'endettement en quelque sorte. De la perte. C'est de la perte, c'est de l'endettement, même si ça se manifeste par une croissance économique incontestable. Donc, ça réussit, mais il faut en voir le prix. Et puis, attention, que ça réussisse ne veut pas dire que ça réussira toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, on se heurte à des contradictions qui sont tellement fortes qu'on peut plus éviter le mur. On sait par exemple que si toute la population de la Terre consommait autant que les Américains et les Californiens en particulier, on aurait besoin de 7 ou 8 planètes supplémentaires. C'est juste une image frappante pour les esprits, mais qui dit bien ce qu'il en est. Donc, c'est le principe même d'ailleurs du crédit. On consomme ce qu'on n'a pas, en se disant on paiera plus tard. Nos descendants paieront, et puis on va voir évidemment les résultats. Donc il y a dans la théorie de la décroissance, qui n'est pas une théorie de l'arrêt économique ni de la régression. Tout ne doit pas décroître. Alors justement, venons-en précisément à cette notion de décroissance, qui a de quoi effrayer, puisqu'on conçoit la croissance à tort ou à raison comme un processus global d'enrichissement. La décroissance, c'est en effet être conçu comme un risque d'appauvrissement, voire d'entrer dans la misère, ou en tout cas de l'extension de la pauvreté. Et on pourrait considérer que cette frugalité à laquelle peut-être, c'est une question que je vous pose, appelle la décroissance, n'est pas précisément, ne répond pas aux désirs de nos contemporains. Oui, on l'a dit aussi d'ailleurs à propos des pays du tiers-monde, en disant la théorie de la décroissance, c'est un luxe pour les riches, parce que les gens du tiers-monde, ils veulent au contraire de la croissance, etc. Alors c'est un argument dont je comprends bien le sens et qui peut avoir une certaine portée, et en même temps je le crois tout à fait faux. Pour deux raisons, c'est que on ne peut l'utiliser qu'en caricaturant la théorie de la décroissance. Vous savez, il y a beaucoup de théoriciens de la décroissance. En France, le plus connu, c'est certainement Serge Latouche. Il y en a bien d'autres. Je connais beaucoup de décroissants, d'objecteurs de croissance, comme ils disent. Aucun ne veut revenir à la marine à voile, la lampe à huile, etc. Non, il s'agit simplement de rompre avec la démesure. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre entre la démesure et le retour à l'âge des cavernes, C'est ça la vraie question. Donc l'objection est caricaturale. Mener une vie
un peu plus frugal, ne pas être à s'engouffrer dans toutes les modes, travailler en perdant sa vie à la gagner, si je peux dire, hein, à essayer d'avoir n'importe quel gadget nouveau, et on retombe dans la fuite en avant, ça ne veut pas dire s'appauvrir. Il y a des enquêtes d'ailleurs qui ont été faites très sérieuses, j'en parle dans l'introduction de la nouvelle édition de mon livre, sur les coefficients de bonheur, de satisfaction, de bien-être. Bon. On s'aperçoit qu'évidemment, quand le bien-être s'améliore en termes matériels, lorsque les conditions matérielles de vie s'améliorent, le bien-être augmente. Mais il augmente jusqu'à un certain moment. Hein. C'est-à-dire que lorsque un certain nombre de besoins essentiels sont réunis, les courbes commencent à diverger. Hein. Et les sociétés les plus riches ne sont pas forcément les plus heureuses, sont au contraire celles où il y a de plus de suicides, de conflits, de perte du lien social, etc., etc. Donc, plus ne veut pas dire mieux, voilà. Hein. Et le nouveau titre de mon livre, c'est « Décroissance ou toujours plus ». Et critiquer l'idée de toujours plus, c'est critiquer l'idée que plus est toujours équivalent à mieux, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. Hein. Vous avez une voiture, très bien, vous avez 2 voitures. Bon, si vous avez 12 voitures, en avoir 14 ne va pas vraiment vous aider à mieux vivre, n'est-ce pas, hein. Et encore, ça va vous créer sans doute beaucoup plus de problèmes que ça ne permettra d'en résoudre. La décroissance, c'est donc, pour employer la belle expression de Serge Latouche, c'est d'abord décoloniser l'imaginaire. Hein. C'est-à-dire que nous cessions d'être des drogués, des addicts, hein, à la marchandise. Pour avoir plus, on va vivre de moins en moins bien. Il y a d'ailleurs une autre réponse que l'on peut faire à cette objection classique que vous rapportiez. C'est que les sociétés actuelles se sont quand même beaucoup transformées depuis 50 ans, en particulier la situation des classes moyennes. Nous sommes sortis du vieux capitalisme industriel classique, qui avait encore un enracinement national, et qui avait favorisé, à l'époque du compromis fordiste, c'est-à-dire dans les années 50 et 60, la naissance et le développement d'une importante classe moyenne. C'était l'époque de la théorie du déversement qui avait été théorisée par Alfred Sauvy et qui représentait la société comme une pyramide. Alors les profits qui s'accumulaient en haut de la pyramide, évidemment, le haut de la pyramide en profitait en conséquence, mais malgré tout, ces profits étaient un peu réinvestis et ça finissait par redescendre sur les flancs de la pyramide, ce qui fait que tout le monde en profitait au moins un peu. Donc il y avait eu un enrichissement un peu général. Mais nous sommes sortis de ce modèle. Nous sommes sortis du modèle de la société en pyramide pour rentrer dans le modèle de la société en sablier. Société en sablier, c'est une société dans laquelle les profits qui s'accumulent en haut ne redescendent plus vers le bas. Et pour le dire en employant une formule bien connue, les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. Et en effet, on s'aperçoit que le nombre des pauvres, des chômeurs, des mal logés, etc., dans les sociétés développées, c'est-à-dire dans les sociétés riches, ne diminue pas, mais augmente. Et c'est là quelque chose qui devrait nous encourager à poser des questions, si vous voulez, puisque s'il est vrai que le capitalisme, ça fonctionne, il doit finir par enrichir un peu tout le monde. Hein. Or, ce n'est plus le cas. Nous sommes sortis de l'époque du capitalisme de partage pour rentrer dans un capitalisme très exclusivement financier et spéculatif, hein, déconnecté dans une très large mesure de la production réelle et qui se traduit par des inégalités grandissantes à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc, si tout le monde s'enrichissait actuellement, ça serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir à l'histoire de la décroissance, décoloniser l'imaginaire, ça veut dire comprendre
qu'il n'y a d'autres valeurs que les valeurs marchandes dans l'existence, que les valeurs marchandes ont bien entendu leur légitimité propre, mais cela ne leur donne pas le droit de dominer tout le système des valeurs, qu'il y a des choses plus importantes, que les raisons de vivre et de mourir ne sont pas données par un taux de PIB, que l'homme n'est pas seulement un égoïste qui maximise son intérêt, mais aussi quelqu'un qui peut se sacrifier pour ses semblables et aller même jusqu'à donner sa vie pour des causes qui lui paraissent en valoir la peine. Et donc qu'on revienne à une conception plus équilibrée de la vie. Alors, bien sûr, ça ne se fera pas en un jour, et je n'ignore pas aucun décroissant, d'ailleurs, n'ignore les réticences auxquelles la théorie se heurte, parce que il y a une pente vers la facilité. C'est quand même plus facile de consommer que de se dire non, je vais me restreindre. Bon, mais le problème, c'est que on va dans le mur. Donc la réponse des décroissants à cette objection-là, c'est que, écoutez, continuez et vous verrez. C'est ce que les touches appellent la pédagogie des catastrophes, qui est une formule peut-être un peu audacieuse, mais on va dans une direction qui va pas du tout être le bonheur et l'enrichissement pour tous, mais au contraire l'épuisement des ressources naturelles, l'empoisonnement de la planète, donc la dévastation. Et puis alors au-delà, il y a encore le dernier volet qui est de restituer à l'homme un rapport à la nature qui ne soit en réalité pas nouveau puisqu'il est au contraire très ancien, mais qui soit en rupture avec le rapport à la nature que l'humanité a adopté pour l'essentiel depuis 2000 ans, ou en tout cas depuis Descartes, n'est-ce pas? Alors justement, vous avez esquissé la généalogie sur laquelle je vais vous interroger. Je crois qu'on peut regrouper, vous le faites vous-même d'ailleurs, les sagesses antiques gréco-romaines, les paganismes européens et à certains égards aussi les religions orientales, extrême-orientales en particulier. Donc, on peut les regrouper dans la relation qu'elles promeuvent avec la nature, précisément. Vous allez nous l'expliciter. Et puis, donc, poursuivre cette généalogie de rupture à partir du monothéisme biblique, hébraïque, et puis un certain nombre d'étapes que vous pointez dans votre livre. Pourriez-vous schématiser les deux grandes perspectives qui ont été et qui sont les nôtres? Oui, vous trouvez le mot juste, on ne peut que schématiser. C'est une problématique immense. Disons que dans les sociétés européennes antiques, tout ce qui est de l'ordre de la démesure et de l'excès est condamné. Condamné pas seulement par la morale, condamné par les mœurs, condamné par le culte civique, condamné dans les relations sociales, etc. Et par conséquent, le rapport à la nature, qui est évidemment plus facilement appréhensible à cette époque-là parce que le lien est immédiat. Je dirais que c'est un rapport de co-appartenance. Nous appartenons à la nature. La nature n'est pas le décor de nos existences, ce n'est pas un objet appropriable, c'est la condition systémique de la vie, c'est une part de nous-mêmes. Et là-dessus, il y a eu de très beaux textes dans l'Antiquité, jusqu'à l'époque moderne d'ailleurs. Je pense à David Herbert Lawrence et quelques autres. Voilà. Donc c'est un rapport de co-appartenance, Heidegger aurait dit d'amicale connivence, si vous voulez. Le monothéisme biblique introduit une idée nouvelle. D'abord l'idée d'un monde créé, et par conséquent une distinction entre l'être créé et l'être incréé. L'être incréé, s'identifiant à Dieu, était évidemment supérieur à sa création. Ce qui ne veut pas dire qu'il la dévalue, il dit au contraire qu'elle est très bonne, mais évidemment, elle n'a pas le même degré de sacré intrinsèque. Et puis, il y a dans la Genèse, vous savez, cette phrase où Yahvé dit « Emplissez la terre, soumettez-la, dominez-la ». Alors, je sais bien qu'à date récente, on a dit oui, mais attention, parce que dominer, c'est pas dans le sens de ça veut pas dire dominer, ça veut dire prendre soin, être le gardien d'eux, etc. En réalité, moi, je me suis penché un peu sur le problème. Lorsqu'on voit le mot hébreu qui est employé là, c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans la Bible pour exprimer des relations de maîtrise et de domination, sinon d'agression brutale.
Bon, bien entendu, après, il y a la pratique. Il y a la pratique. Les paysans du Moyen-Âge avaient beau être chrétiens ou nominalement chrétiens, ils étaient quand même liés à la nature par toute une série de rites liés aux saisons dont on connaît la prégnance jusqu'à la fin de la paysannerie, c'est-à-dire jusqu'à une époque tout à fait moderne. Sur le plan philosophique, il y a un grand tournant avec Descartes. Descartes radicalise la distinction du sujet et de l'objet. Il les perçoit de même qu'il radicalise la distinction du corps et de l'esprit. Il n'en voit plus deux aspects d'un même ensemble, mais deux choses tout à fait indépendantes. Et il enjoint à l'homme, ou du moins il proclame la légitimité de l'acte par lequel l'homme se rend, selon sa formule, maître souverain, souverain possesseur de la nature. Ce qui veut dire très clairement que l'homme est posé en sujet, et le monde, la nature, est posé en objet. Et cet objet est à disposition de l'homme. Il est là pour être exploité, dominé, instrumentalisé dans une perception purement utilitaire. Mécanique, mathématique. Tout à fait mécaniste et mathématique, ce qui va coïncider avec l'époque, évidemment, de Newton, Galilée, etc. Le monde, qu'on appelait autrefois le cosmos, va se vider de sa sacralité intrinsèque. Il n'est plus quelque chose que l'on doit regarder avec respect. Contempler. Et avec respect et amitié, mais c'est au fond un réservoir. D'où l'idée de ressources naturelles qu'on va exploiter à mort pendant très longtemps. Alors, le surgissement de la préoccupation écologiste a imprimé quelques infléchissements, notamment dans la doctrine de l'Église, et on pense ici à la très belle encyclique du pape François, l'Audatio Si, qui alors là amorce, enfin confirme si l'on préfère, un tournant écologiste dans lequel l'Église ne s'était engagée auparavant que de manière très marginale ou très timide. Alors on cite toujours l'exemple du sympathique François d'Assise, n'est-ce pas, mon frère Soleil, etc. Bon, tout cela est très beau, mais quand on connaît un peu l'histoire de l'Église, on s'aperçoit d'abord que François d'Assise n'a pas été très bien vu par les autorités ecclésiastiques de son temps. Il a été à deux doigts d'être déclaré hérétique, et que ça reste quand même un exemple un peu tardif. Bon, cela dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et par conséquent, le pape François a quand même apporté dans cette encyclique où il prononce le mot de décroissance. Il prononce le mot de décroissance en disant que au moins dans certains domaines, dans certains secteurs, dans certains pays, la décroissance est nécessaire. C'est la première fois qu'un souverain pontife déclare cela. Alors, est-ce qu'il sera suivi pour autant par les fidèles? C'est une autre question. L'encyclique L'Audatio Si a fait l'objet de critiques très violentes de la part des certains économistes catholiques libéraux, qui, dans la critique, revenaient à dire que le pape s'occupe de ses messes et puis qu'il nous laisse nous occuper d'économie. Mais c'est une vue qu'on trouve souvent d'ailleurs à droite. Le pape, qu'est-ce qu'il s'occupe de politique? Bon, c'est un mauvais reproche à mon avis, parce que quand on est le souverain pontife, le pape de plus d'1 milliard de fidèles, on doit avoir à dire quelque chose quand même sur le monde et la société dans laquelle on vit. Ça me paraît évident, sans pour autant se comporter en chef de parti. Alors, vous avez évoqué cette amitié avec le monde et cette co-appartenance avec le monde. Il y a un penseur qui a beaucoup, je crois il y en a plusieurs, bien entendu, vous êtes nourri d'une quantité d'esprits et de penseurs. Enfin, 2 ont beaucoup compté pour vous et comptent toujours beaucoup, c'est Nietzsche et Heidegger. Et vous évoquez dans votre livre Heidegger, la pensée de Heidegger comme une perspective, au fond, comme une, je crois qu'elle correspond assez bien, mais vous allez me le dire si c'est le cas ou pas, à ce à quoi vous aspirez peut-être, ou en tout cas ce vers quoi l'humanité pourrait tendre, c'est-à-dire cette voie médiane en quelque sorte entre l'hubris et la paupérisation ou la misère, bien entendu. Et vous rappelez cette belle formule de Heidegger à propos de l'homme qui est le berger de l'être. Oui. Est-ce que vous évoquez également le fameux quadripartite de Heidegger, cette relation entre la terre, le ciel, les dieux et les mortels. Est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous dire en quoi la pensée de Heidegger et cette belle formule de berger de l'être
peut-être d'un point de vue philosophique, en tout cas, une direction. En quoi peut-elle nous aider à penser ce moment-là? Alors, Heidegger en quelques minutes, c'est plus que Heidegger pour les nuls. Je vais m'en tenir simplement à un point, si vous voulez. Oui. Nietzsche il parle pas du berger de lettres, mais il parle de l'homme comme le fils de la terre. Oui. Il y a, lorsque Zarathustra dit, il faut être des enfants de la terre. Rester fidèle à la terre. Et rester fidèle à la terre. Il y a une allusion directe à la terre, pas seulement la terre au sens d'antagoniste de la mer, mais la terre au sens du lieu d'habitation de l'homme. Quand on voit la pensée de Heidegger, vous parliez du quadripartite, c'est effectivement cette espèce de schéma où circulent les relations entre, d'un côté, les hommes et les dieux, et de l'autre, la terre et le ciel. Il y a dans plusieurs livres de Heidegger des réflexions extrêmement pointues, extrêmement profondes sur la notion d'habitation. Heidegger dit que l'homme habite la terre. Il ne vit pas sur terre, il habite la terre. Et que veut dire le mot habiter? À quoi est-ce que ça renvoie, qui est à la fois propre à l'homme et qui en même temps le lie inéluctablement à la terre? Alors, je crois que là, ce sont des textes qui ne sont pas trop difficiles et que nos auditeurs pourraient lire avec un très grand profit et qui permettent aussi marginalement de résoudre un autre problème d'équilibre, qui n'est pas l'équilibre entre la pauvreté et l'hybris, la démesure, mais qui est le problème des rapports entre nature et culture. Alors vous savez que là aussi c'est un chapitre énorme de l'histoire de la pensée, et que on a un peu les deux excès. On a, là aussi pour schématiser, on a les culturalistes pour qui l'homme est d'autant plus humain qu'il s'arrache à la nature. C'est un peu le point de vue universaliste de Kant. Et puis, à l'inverse, vous avez ceux qui pensent au contraire que la culture n'est qu'une forme métamorphosée de la nature, et qui vont aller, dans certains cas, par refus justifié de l'anthropocentrisme, jusqu'à nier la différence entre l'homme et les autres animaux. C'est le sujet du petit livre que j'ai écrit sur les hommes et les animaux, que vous mentionniez en début d'édition. Cette tendance-là, d'ailleurs, ressurgit beaucoup actuellement avec la mode végane, avec les animalistes, les antispécistes, etc., qui disent des choses qui ne sont pas toujours condamnables. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui aime les animaux, et quand on plaide en leur faveur, je trouve que c'est très bien, mais l'excès en tout nuit. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre n'importe quel animal et un être humain, on jette le bouchon malgré tout un peu loin, même si cette différence est sans doute plus ténue que ce que l'on a cru pendant longtemps. Il y a des différences liées à l'imaginaire symbolique, liées à l'historicité, liées à tout un tas de choses. Donc, le point d'équilibre, c'est celui qui consiste à dire que l'homme appartient à la nature, pleinement à la nature, qu'en même temps il occupe dans la nature une place particulière, qu'il est seul à l'habiter, et par conséquent, par là, à pouvoir s'instituer comme le berger de l'être, et en même temps à rejeter un anthropocentrisme qui retransformerait le monde en pur objet que l'homme pourrait raisonner à sa guise et transformer de manière utilitaire en son objet. Oui, et dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire dans cette voie, disons, médiane entre différents points qui seraient ceux de l'excès, l'un des intérêts que vous trouvez à la pensée écologique ou aux pensées écologiques, c'est qu'elles battent en brèche, et c'est un de vos axes de réflexion et de combat assez fort, me semble-t-il, depuis plusieurs années. Les pensées écologiques battent en brèche les notions de droite et de gauche. En quoi l'écologie est soit à la fois de droite et de gauche, soit indépendante de ces deux... Alors, on va essayer de faire très vite parce que je crois qu'il nous reste peu de temps. Je fais d'abord une petite parenthèse pour dire qu'il y a énormément de gens à droite qui n'aiment pas l'écologie. Ce qui est extrêmement bizarre parce qu'on se demande... Parce que en réalité, pour eux, l'écologie, c'est les Verts, c'est les partis verts, n'est-ce pas? Or, à mon avis, il y a belle lurette que les partis verts se sont complètement écartés des principes fondateurs de l'écologie,
l'écologie, sauf sur tel ou tel point marginal. Ils se sont liés par opportunisme à des partis de gauche qui étaient ultra-productivistes, comme en France le Parti socialiste. Ils sont d'une paresse intellectuelle rare. Les grandes théories écologistes sont plutôt à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, Scandinavie aussi. Et ils s'épuisent aujourd'hui dans des luttes qui n'ont avec l'écologie qu'un rapport extrêmement lointain, du genre de la défense de la légalisation du cannabis, oui. La théorie du genre, etc., etc. Alors, moi, quand je parle d'écologie, je parle des vrais théoriciens de l'écologie, qu'il ne faut pas confondre avec les Verts. Alors, cette réticence que l'on trouve à droite vis-à-vis de l'écologie, on la trouve aussi à gauche, car beaucoup de gens de gauche ont longtemps regardé la préoccupation écologique comme une préoccupation essentiellement réactionnaire. Ringarde. C'était la nostalgie romantique des sociétés traditionnelles, c'était les sociétés agrariennes, et c'était contraire au progrès. Donc on retombe toujours sur cette notion clé de progrès. Alors en quoi est-ce que l'écologie, bien comprise, va au-delà ou traverse de manière transversale les familles de droite et de gauche? C'est très simple. C'est tout simplement que l'écologie, la décroissance s'oppose au progrès et au productivisme, et que les tenants du progrès et du productivisme se sont rencontrés historiquement, aussi bien à droite qu'à gauche. Les libéraux de droite sont des défenseurs acharnés du progrès, exactement de la même manière que certaines sociétés communistes étaient productivistes à outrance. Et à l'inverse, lorsque l'on voit les gens qui, au cours de l'histoire des idées, se sont opposés à ce productivisme, à cette dévastation de la nature, on rencontre des gens très différents, qui viennent de la droite ou qui viennent de la gauche. Jacques Ellul et Bernard Charbonneau n'étaient pas vraiment des gens de gauche, Giono non plus, les noms ne me viennent pas en tête, mais enfin il y en a toute une série. Donc il y a de bonnes raisons et de droite et de gauche d'accepter et de souscrire aux conclusions de l'écologie, parce que l'écologie est d'un côté très conservatrice, car après tout elle vise à conserver et à protéger des systèmes naturels, des écosystèmes qui sont nécessaires à la vie de toutes les espèces et en tout premier lieu à la nôtre, et en même temps elle est extrêmement révolutionnaire, puisqu'elle constate que si l'on veut répondre véritablement aux défis du temps présent, il faut changer radicalement de cap. Donc il y a une sorte de conservatisme révolutionnaire dans l'écologie qui me paraît ne pas être l'un de ses aspects les moins intéressants. C'est sans doute à vos yeux la pensée critique au sens fort, la plus peut-être la plus riche à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la plus riche. Moi, je ne fais pas tout passer par l'écologie. Il y a beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. La pensée critique peut prendre d'autres formes que l'écologie, la pensée de George Orwell, de Jean-Claude Michéa, qui sont tout à fait favorables à la décroissance. Enfin, je parle de Michéa. S'exerce sur d'autres domaines. Jean Baudrillard également. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'auteurs, à mon avis, de premier plan, qui contribuent à la pensée critique. Et ce sur quoi il faut s'interroger, c'est sur l'avenir de la pensée critique dans un monde qui, à certains égards, paraît désespérément consensuel autour du pire des horizons. Merci beaucoup Alain de Benoît pour cette émission. Je crois que vous êtes vous-même un penseur ô combien qui illustre avec beaucoup de brio et de profondeur cette pensée critique aujourd'hui en France et en Europe. Donc merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Je termine en disant simplement que la revue Livre Arbitre, excellente revue littéraire, organise à l'occasion de la sortie de son prochain numéro consacré à Michel Mort une soirée jeudi prochain, le 15 mars à 19h30, dans un lieu qui est encore indéterminé mais que vous trouverez facilement sur Internet. Et je vous remercie à nouveau Alain de Benoît pour votre participation et pour votre réflexion. Merci à vous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Le monde de la philosophie, créé par Philippe Nemo et dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct lundi 12 mars 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.